Dataminer est heureux de vous présenter Parcours. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parcours dans lequel j'ai le plaisir de recevoir le vice-président en charge de la sûreté du groupe Géodis, qui est spécialiste du transport, de la logistique et de la gestion de supply chain. Jean-Jacques Richard, bonjour. Bonjour Alexandre, merci de m'accueillir. Merci à vous d'être sur le plateau d'Anews Sécurité. Vous êtes un pur Parisien ou un provincial dans le sens noble du terme ? Un Seine-et-Marnais, exactement. Okay. Voilà, j'ai grandi en Seine-et-Marne, au milieu des champs, donc Seine-et-Marnais. Vous avez passé votre enfance Enfance en Seine-et-Marne, oui, dans un petit village, près d'une ferme, donc avec une enfance bucolique, champêtre. Et un homme de la terre. Un homme de la terre, absolument. Un enfant de la terre, on va absolument. dire. Exactement. Absolument. Qu'est-ce que faisaient vos parents ? Mon père était chef d'entreprise. Il avait plusieurs entreprises de matériaux de construction. Okay. Et ma mère au foyer. D'accord. Et enfant, vous aviez un rêve accessible ou pas, ou peut-être même inexistant. Oui, alors vétérinaire. Okay. Voilà, j'adorais les animaux et je les adore toujours. Et puis pilote de ligne pour voyager. Mais je dois avouer que je n'étais pas suffisamment studieux. Ni pour l'un ni pour l'autre. Ah non, ni pour l'un ni pour l'autre. Des études longues et difficiles pour les deux. Ah oui, non, et puis alors les études, ce n'était pas du tout pour moi. Okay. Tout au moins à l'époque. Même littéraire Ah non, je pense que j'étais, excusez-moi le terme, mais un gros glandeur. Okay. Donc, c'est bien de le reconnaître. Voilà. Non, du radiateur au fond de la classe. Ah, mais complètement. Okay. Plutôt à faire des conneries et à amuser l'ensemble de la collectivité qu'à penser aux études. Mais avec un fond, entre autres, littéraire, on en reparlera tout à l'heure, parce que c'est une passion, pas seulement la lecture, mais aussi l'écriture. Votre premier job, vous le décrochez après quelles études, finalement ? Alors, je ne le décroche pas après des études, parce que mon premier job est dû à une paire de chaussures. C'est-à-dire ? Alors, je voulais m'acheter une paire de Weston. Ouais. J'avais 17 ans. Ouais. Et pour m'acheter une paire de Weston, il a fallu que je trouve un job. Et j'ai trouvé un job dans la sécurité, ouais. En tant qu'agent de sécurité. Puis, on est en 88. En 88, oui. Donc c'est chez GTI Assistance Protection. D'accord, donc c'est pas du tout dans le golf. Ah, pas du tout. GTI, non, bien sûr. Pas du tout. C'est déjà la sécurité. Oui, c'est la sécurité. C'est voilà, j'ai besoin de. J'ai 17 ans, je dois trouver de l'argent, donc la sécurité me tend les bras. Je fais un petit peu de boxe, donc j'ai un grand gabarit, donc je corresponds bien à ce que le monde de la sécurité cherche à l'époque. Je m'exprime pas mal, ouais. Donc j'avais le bon profil. Et puis de fil en aiguille, j'ai travaillé dans la sécurité. Alors, on va le voir, mais alors c'est quelque part votre passion des jolies chaussures qui vous fait décrocher votre premier job dans la sécurité. C'est le pur hasard. D'accord. Et là, vous êtes directeur commercial ? Oui, comme je suis premier job ? Alors non, mon premier job, sécurité en boîte de nuit, ainsi de suite. Mais mon premier job, oui, absolument, directeur commercial dans une petite société de sécurité qui s'appelait GTI Protection. D'accord. Après, je note sur votre CV, effectivement, cette histoire de boîte de nuit, de discothèque. Ouais. Mais là, c'est pour moi un an plus tard, en 89, absolument. Jusqu'en 91. European Leisure. Ouais. J'ai cherché sur Internet, je n'ai pas trouvé. C'est-à-dire discothèque. Vous avez marqué discothèque, mais c'est-à-dire, ce sont des propriétaires de discothèques ? Des propriétaires de discothèques. C'était un groupe anglais qui s'appelait European Leisure, effectivement, qui possédait plusieurs boîtes de nuit à Londres et qui ont acheté le Palace, qui était la plus grande discothèque de Paris. Mythique, voilà. Le Central sur les Champs-Élysées et les Caves du Roi à Courchevel. D'accord. Ils avaient d'autres activités dans la restauration, le pas au Brésil, sur les champs, non loin d'ici. Et puis un restaurant mexicain dont j'ai oublié le nom. Le Palace, le fameux Palace, où les plus grands sont venus danser et où j'ai fêté l'échec de mon bac. Comme beaucoup. Vous êtes directeur d'exploitation. Ça veut dire quoi ? Que vous voyagez entre ces différents sites ? Non, j'ai été tout d'abord directeur du Central sur les Champs-Élysées, directeur d'exploitation, puis du Palace, puis des Caves du Roi à Courchevel. Si j'avais J'avais 21 ans, donc c'était un boulot absolument incroyable incroyable pour moi, incroyable en termes de management, incroyable en termes
de personnes que j'ai pu rencontrer, côtoyer. Ouais. C'est-à-dire des gens connus? Michael Jackson, Prince, Donna Summer, Sting, David Bowie, voilà. Mais tout le monde venait au Palace. Ouais. Donc j'ai eu la chance non pas de lier de relations amicales, bien évidemment, avec ces personnes, mais au moins de les voir et tout au moins de les accueillir. Born to be alive. Ensuite, vous passez dans un univers qui est complètement différent. Vous faites des sauts assez étonnants en termes de filière, de secteur. En 91, vous rentrez pour 6 ans chez JCR Promotion. C'est de la promotion immobilière. Vous êtes directeur commercial administratif. Qu'est-ce qui fait que vous quittez ce monde de la nuit? Parce que c'est le monde de la nuit et que vous devez travailler la nuit? Ça devient usant, fatigant? C'est usant. Le milieu est un peu spécial aussi, peut-être? Le milieu de la nuit est violent. C'est une économie qui est complètement, je ne vais pas dire parallèle, parce que ça serait... ce serait faux, mais c'est un monde particulier. Ouais. C'est un monde trop particulier. Ça a été pour moi une très 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 bonne école de la vie, mais j'en avais marre. Donc, 2 ans, c'était suffisant. Oui, ça a été 3 ans très exactement, mais c'était amplement suffisant, sans compter mes années à travailler en discothèque en tant qu'agent de sécurité, physionomiste et autres. J'en avais effectivement soupé du monde de la nuit. Alors, comment vous décrochez ce job justement dans la promotion immobilière? Très simplement, puisque c'est mon père qui dirige l'entreprise. Voilà. Donc c'est beaucoup plus D'où facile. le fait que vous soyez directeur commercial administratif directement. Ça, c'est sympa. Donc ça, c'est beaucoup plus simple. C'est facile de travailler en famille? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Ça a été le cas pour vous? Oui, ça a été le cas. Non, c'était pas du tout simple. Ça a été un moment de mon existence, un moment où peut-être aussi où j'avais besoin de me retrouver et voilà, et trouver véritablement ma voie. D'accord. C'est 6 années justement qui vous permettent un peu d'introspection. Ça vous assure un salaire. Oui, c'est ça. J'ai perdu mon frère dans un accident tragique de moto, mais mon frère est mort sous mes yeux. Et donc ça m'a secoué un tout petit peu, je dois le dire. Ça m'a fait regarder la vie complètement différemment. Ça m'a emmené dans des introspections très très poussées, où je me suis découvert, où j'ai appris à me connaître, où j'ai appris... Voilà, l'homme que j'étais, et je pense que j'avais besoin de ce temps un petit peu un peu plus cool, on va dire, pour retrouver mes marques et pouvoir repartir. Et vous projeter. Et me projeter, absolument. Vous projeter, ça passe peut-être par la création de votre propre entreprise? Oui, ça passe par la création de mon entreprise, ça passe par la sécurité, ça passe par le fait de reprendre des études, ça passe par le fait de me reconstruire. Je dis souvent, je suis né le jour où mon frère est mort. Voilà. Votre frère est décédé quelle année? Il est décédé en 89. D'accord. Et moi, je passais par hasard. Mathématiquement, c'était impossible que j'assiste au décès de mon frère. Et par hasard, je passais sur la route, sur la Francilienne en région parisienne. J'ai vu un accident de moto, je me suis arrêté parce que j'avais cru reconnaître la moto de mon frère. C'était bien la moto de mon frère est mort sous mes yeux. Vous voyez, donc c'est une des premières fois que je raconte cette histoire. Et en fin de compte, oui, je suis né ce jour-là. Je suis né à ce moment-là. Que de travailler justement dans le milieu de la nuit, c'était aussi peut-être pour évacuer tout ça, essayer de penser à d'autres choses dans ces milieux un peu festifs, un peu... Non, pas du tout. Non. Travailler dans le monde de la nuit, ça m'empêchait de dormir. J'étais tellement fatigué que je ne pouvais pas réfléchir. Je ne voulais plus réfléchir. Si j'avais à cette époque-là réfléchi, ou trop réfléchi, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà. Et j'en suis même convaincu. Et le fait ensuite de travailler dans l'entreprise familiale, c'est aussi pour vous recentrer tous ensemble? Oui. Me recentrer tous ensemble, non. Me recentrer, c'est très égoïste ce que je vais dire, c'est me recentrer moi. C'est de retrouver une vie en journée, apprendre à vivre en journée, parce que j'ai un monde que je ne connaissais pas bien, et puis surtout dessiner de nouveaux projets, et essayer de me dessiner un avenir. Revoir la lumière. Revoir la lumière, dans tous les sens du terme.
Et c'est pour ça qu'en 98, vous créez Richard Consulting. Donc, vous revenez dans l'univers de la sûreté-sécurité. Donc, c'est votre propre entreprise. Vous partez de rien. Je pars de rien. Ouais. Et comment on démarche, puisque il y a un temps où vous quittez l'univers de la sécurité-sûreté quand même. Donc, comment on reconnecte son réseau? Alors, mon réseau était à bâtir. Je pars de zéro. Et puis, je fais des rencontres. Je fais notamment la rencontre d'Alain Boer, qui vraiment met le pied à l'étrier, puisqu'il me donne mes premières opportunités. Il me donne la possibilité de montrer ce que je suis capable de faire. Et là, de fil en aiguille, notre collaboration est fructueuse. Et puis, parallèlement, moi, j'ai des contacts, donc je développe ma propre clientèle et je m'en sors plutôt pas mal. Alors, justement, quelle mission vous développez pendant le temps où vous avez cette entreprise à votre nom? Alors, c'était la préoccupation sécuritaire à l'époque était la sûreté urbaine. Oui. Donc, beaucoup d'audits d'office HLM. Okay. Et on parlait de reconquête territoriale. Vraiment, reconquérir des ensembles urbains. Comment faire en sorte que des gens des habitants puissent vivre en paix. Sans avoir leur boîte aux lettres fracturée, sans avoir peur de rentrer chez eux le soir. Et donc on mettait avec Alain Boer des stratégies en place pour assurer ces reconquêtes. Ça dure 4-5 ans. C'est cela. Qu'est-ce qui fait qu'ensuite, est-ce que vous fermez l'entreprise parce que vous passez dans un grand groupe chez Alpha Aquitaine en 97 ? Pourquoi ? Alors, je passe dans un grand groupe, je reçois un jour un appel téléphonique de la directrice de cabinet de Philippe Jaffray, qui est le dernier président d'Alpha Aquitaine, qui souhaite me voir. J'ai 29 ans à l'époque. Je vais la rencontrer, puis là, elle m'explique. Alors à l'époque, c'est l'affaire Elf, c'est Laurence Wijniewski, Eva Joly qui font des perquisitions à répétition chez Alpha Aquitaine. Alpha Aquitaine, c'est le dossier financier et le scandale financier du XXe siècle. Donc c'est très compliqué. Et Philippe Jaffray veut scinder la sûreté d'Alpha Aquitaine de la sûreté de la présidence. Et il cherche quelqu'un pour assurer la sûreté de la présidence, que ce soit la gestion des dossiers dits réservés, la management des équipes de protection rapprochées de Philippe Jaffray, et puis d'autres missions de protection de l'information. Mais qu'est-ce qui fait qu'ils décrochent leur téléphone pour appeler Jean-Jacques Richard ? Je termine une mission à l'époque de 6 mois au Concilium européen à Bruxelles. Et très honnêtement, je ne sais pas répondre à cette question. Et je ne l'ai jamais su. Vous n'avez jamais su ? J'ai jamais su. Par le réseau, peut-être, on ne sait pas. Sans aucun doute. Ça fait partie de la magie. Sans aucun doute, ça fait partie des choses qui se passent dans la vie où j'ai essayé de savoir. J'ai des idées, même encore aujourd'hui, j'ai quelques idées. Mais là où les personnes qui ont communiqué mon numéro de téléphone à la directrice de cabinet l'ont fait sans rien attendre en retour. L'ont fait pour la personne que j'étais, l'ont fait parce qu'ils croyaient en moi, et donc voilà. Parmi ces personnes, on peut penser à Alain Boer ? On peut penser à Alain Boer, mais je pensais aussi à d'autres personnes, mais on peut effectivement penser à Alain Boer et d'autres. Alors, là, la dimension est quand même tout autre, donc vos missions également. Vous avez évoqué les différentes missions. Comment on se met au travail quand on sort de sa petite entreprise, sans que ça soit péjoratif, à cet énorme groupe avec autant de pression et de risques ? Alors tout d'abord, on a très peur. Très honnêtement, lorsque j'ai eu l'entretien avec la directrice de cabinet, puis après avec Philippe Jaffray, puis le moment où on m'a dit que j'étais pris, je me rappelle de ma tête et de mon sentiment sortant du bureau de l'entretien avec Philippe Jaffray où on m'a dit que c'était bon. Je me suis dit véritablement, mais comment est-ce que je vais faire ? Comment je fais ? Vous avez hésité à y aller ? Non, j'ai jamais hésité. D'accord. Non, j'ai jamais hésité et je me suis véritablement toujours battu pour obtenir ce poste. Et je peux vous dire qu'il y avait des très très beaux candidats à mes côtés.
et sans nul doute beaucoup plus qualifiés que moi. Mais en fin de compte, j'ai jamais douté. J'ai jamais douté. Je suis sorti de ce bureau, je me suis mis au travail, j'ai réfléchi, j'ai structuré, et puis je me suis lancé. Et puis lorsque j'ai tort, je le reconnais bien volontiers, je corrige. C'est une qualité. Voilà, et puis je m'améliore. Et donc tout s'est très bien passé. Qu'est-ce que vous mettez en place alors? Qu'est-ce que vous développez? Alors je développe la toute première mission est de recruter l'équipe de protection de Philippe Jaffray. Approchez, ouais. Donc là, c'est 3 équipes de 3, H24, donc une équipe en mission, une équipe à l'entraînement et une équipe en repos. La capacité de réunir les 3 équipes dans les situations les plus sensibles. Vous allez les piocher où? Là, je fais une sélection qui se déroule sur 15 jours. Je pioche dans mon réseau qui est large, hein, c'est des anciens voilà, alors de plein d'unités, quelques civils, et puis 15 jours de tests, alors tests physiques et tests tactiques, et surtout tests de capacité à travailler ensemble, capacité à réagir, capacité à se coordonner, capacité à faire face à des situations non conformes. Voilà. Et puis au bout de 15 jours, eh bien, j'ai 9 officiers de sécurité qui resteront à mes côtés pendant 3 ans. Et puis ça fonctionne. Et puis là, on suit Philippe Jaffray partout dans le monde. Moi, je m'occupe généralement des missions je suis précurseur, donc je vais à l'étranger, je règle les aspects protocolaires, parce que bien souvent, on est reçu par des chefs d'État. Donc les aspects protocolaires avec les directeurs de cabinet des présidents qui nous reçoivent. Je voyage énormément et puis je découvre le monde, je fais plusieurs fois le tour du monde, je vis des situations incroyables. C'est une de vos missions, hein, absolument. Jaffray. Il y en a d'autres. La gestion des affaires réservées, voilà, des dossiers réservés. Donc là où ça va mal, Philippe Jaffray me demande de parler avec les personnes avec qui ça va mal. D'accord. La gestion de crise. Par exemple? Non, je n'ai pas d'exemple à donner. La gestion de crise. La gestion de crise, se préparer à la crise, et notamment, on a connu une très belle crise puisque Total a jeté son dévolu en juillet 2000 sur Elf Aquitaine. Et là, on était préparé. Et donc là, c'est une machine qui se met en route parce qu'on était préparé. Et puis là, c'est une machine qui se met en route. Et c'est une OPA qui est hyper violente. Le deal, à l'époque, il me semble que c'est 500 milliards de francs. Voilà. Donc, c'est absolument colossal. Donc là, c'est très sportif. Pendant 3 mois, c'est véritablement très sportif. Total remporte la mise. Philippe Jaffray quitte Elf Aquitaine. Je reste avec Philippe Jaffray pour régler des queues de dossiers pendant 6 mois. Et puis je quitte Elf. On est en 2000. On est en 2000. Et donc là, vous décidez quoi? De finalement repartir sur les bases précédentes, c'est-à-dire de recréer votre propre entreprise? Oui, alors il y a quelque chose qui n'est pas noté dans mon CV, mais en fin de compte, là, c'est le vide. Parce que j'ai vécu 3 ans absolument extraordinaires, mais vraiment extraordinaires. Ouais. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire? Et là, je me suis dit que je pourrais passer le concours de l'ENM, l'École nationale de magistrature, servir mon pays. J'ai une licence de droit qui me permet de prétendre à pouvoir passer le concours, à faire passer ma maîtrise et un concours. J'ai gagné beaucoup d'argent. Donc, en fin de compte, véritablement, je prends une année sabbatique. Je me paye un cours d'un prof particulier de droit. Je poursuis ma maîtrise de l'université parisienne, je ne sais plus laquelle, très honnêtement. Et puis, je rencontre la femme qui allait devenir ma nouvelle épouse, puisque Elf Aquitaine m'a aussi coûté un divorce et m'a coûté aussi très, très cher sur un plan familial. Donc, je rencontre celle qui deviendra ma nouvelle épouse. Et là, je décide de ne pas poursuivre mon objectif de l'ENM parce que je me connais. Je vais faire les choses à fond.
et ça ne va pas marcher. Et là, j'ai aussi besoin d'équilibre. Dans votre couple? Dans mon couple. Et j'ai aussi besoin d'équilibre et j'ai besoin de poser les choses. Donc, je monte une structure, j'ai plein de contacts, je décroche plein de contrats facilement. Sécurité, sûreté, toujours? Absolument. Des nouveaux clients? Des nouveaux clients, des grands groupes du CAC 40. Voilà, j'ai rencontré, grâce à Philippe Jaffray, de nombreux présidents de grandes sociétés. Donc, j'ai un carnet d'adresses extrêmement bien fourni qui me permet de vivre très, très correctement de mon activité. En 3 ans, entre 1997 et 2000, entre ces 2 entreprises que vous avez créées, les besoins évoluent en termes de sécurité, sûreté. C'est pas très long, 3 ans, mais ça peut être un gap, justement. Alors, les besoins évoluent puisque la délinquance évolue. Et les modus operandi des acteurs délinquants évoluent aussi. Donc, et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience de l'entreprise, du monde de l'entreprise, que la sûreté devient finalement une composante stratégique. Et que la sûreté, c'est plus le gars qui surveille les caméras et les agents de sécurité, mais bel et bien une stratégie à part entière. Donc là, on arrive à quelque chose de nouveau. D'accord. Ce que vous arrivez à développer avec vos clients. Absolument. Mais cette entreprise, finalement, ne dure que 2 années? Absolument. Puisque je décide de me marier une nouvelle fois. Et là, je me dis, pareil, si je continue à cette vitesse-là, ça va pas tenir. C'était très chronophage. Ah, mais c'est très chronophage. Ah ouais, c'est très chronophage. J'ai tellement de sentiments pour celle qui deviendra ma femme, et qui est toujours ma femme, que... Il y a eu que 2 mariages, c'est ça que vous voulez dire. Pardon? Il n'y a eu que 2 mariages. 2 mariages, oui, absolument. Il n'y en aura que 2. J'ai tellement de sentiments que je dois faire un choix. Et choix, c'est le choix du cœur et pas celui de l'argent, de la réputation et autres. Et donc, je saisis une opportunité qui passe. Qui arrive comment? Qui arrive par un ami qui me dit... voilà, le réseau. Le réseau. Ouais. Le réseau. Qui me dit que TNT Express recherche un directeur de la sûreté et de l'intelligence économique, et je saisis la balle au bon, et je rentre dans un processus de recrutement. Alors là, on est dans l'univers du transport et de la livraison, pour ceux qui ne connaissent pas TNT Express. Il y a beaucoup de choses à créer, à mettre au point quand vous rentrez chez eux? Oui, énormément. La présidente de l'époque qui me recrute se nomme Marie-Christine Lombard. Et je me rappelle de ces paroles que je dis à Marie-Christine. Je lui dis, écoutez, si vous me recrutez pour effectivement gérer les caméras et les agents de sécurité, je ne suis pas la bonne personne. Par contre, si vous me recrutez pour créer de la valeur, apporter quelque chose à TNT, faire grandir TNT, là, je suis la bonne personne. J'ai pris la direction de la sûreté, j'avais 17 collaborateurs, je l'ai quitté, j'en avais 54, et je dis bien alors responsable adjoint, analyste et autres, ce qui faisait de la direction sûreté de TNT certainement la plus importante direction de la sûreté en France. Et on a gagné énormément de contrats, puisque on a été, et ça a été toute la force et l'intelligence de Marie-Christine Lombard, des membres du comité de direction, de se dire on va faire de la sûreté un axe différenciant. Et on a pu le faire. Ce n'est pas toujours le cas chez des présidents de grandes entreprises. Non, cette prise de confiance. Ce n'est pas toujours le cas, mais Marie-Christine Lombard a cette intelligence et cette finesse qui lui permet de comprendre la problématique et de l'assumer pleinement. Donc pour vous, vous y restez 11 ans. Oui. Ces 11 années, c'est l'éclate, si je peux dire, pour justement développer, mettre au point, trouver de nouvelles solutions, faire face justement à des cas de crise. Oui. Alors effectivement, c'est une période absolument fascinante, puisque je construis, j'aime bâtir. Voilà, je suis un bâtisseur. Alors je reste 7 ans directeur de la sûreté de l'intelligence économique et 4 ans secrétaire général. On me confie le secrétariat général, donc avec plusieurs directions, 7 directions au total.
où là aussi, il faut construire. Donc, je suis secrétaire général, directeur des achats, directeur de l'immobilier. Et là aussi, je construis et comme vous dites, je m'éclate. Je m'éclate en construisant. Il faut toujours être au fait des nouvelles technologies. En plus, on a une période où elles explosent. Comment vous faites justement pour rester à la pointe? Alors, de la veille, beaucoup de veille, des salons, des discussions, le réseau. Recevoir les gens qui vous démarrent, j'imagine. Absolument. Ça, c'est important. Absolument. Et je voulais avoir toujours Absolument. Écouter. le lien avec... Et écouter. Et je pense que c'est un métier qui demande énormément d'humilité. Énormément d'humilité. J'ai 57 ans et très honnêtement, j'en apprends tous les jours. Et j'en apprends pas seulement de mes aînés, mais aussi j'ai des jeunes collaborateurs et j'ai 2 jeunes collaboratrices qui sortent de l'école fraîchement moulues et j'en apprends tous les jours à leur côté. D'autant plus que c'est un secteur où il y a beaucoup d'innovation. Absolument. On a cette Beaucoup d'innovation. Beaucoup d'innovation et la sûreté, c'est la combinaison de l'homme et de la machine. Ça a été pendant des années l'homme seul. Voilà. Ça a été l'homme et la machine. Et aujourd'hui, c'est l'homme et la machine. Pas peur que la machine prenne le pas sur l'homme? L'homme aura toujours cette intelligence que la machine n'aura jamais. Et quand je dis intelligence, c'est intelligence sensorielle, émotionnelle, cette sensibilité qui fera que la machine ne prendra jamais le pas. Pourquoi vous quittez TNT Express en 2014? Alors, TNT va être racheté par UPS. Il y a des blueprints. Voilà. Dans le nouveau blueprint, il n'y a pas de secrétaire général, donc on me propose de garder mon poste au même salaire, avec les mêmes conditions, ainsi de suite, mais en étant directeur des achats. Et moi, ce que j'aime, c'est les challenges. Ce que j'aime, c'est les défis. Ce que j'aime, c'est avancer. Donc non. Donc je pars. Voilà. Donc, vous repartez là où vous étiez précédemment, créer une nouvelle entreprise. Bien évidemment, Alexandre. Qui s'appelle Axom. Et qui s'appelle Axom. Ouais. Et là, je crée effectivement Axom. Et en créant Axom... Sécurité, sûreté. Sûreté. Ouais. Sûreté, gestion de crise. Ouais. Et là, ma première démarche est d'aller voir ma femme et lui dire « Je vais créer une boîte. Est-ce que tu veux t'associer avec moi ?» Et là... vraiment surprise parce que ne venant pas du tout de cet univers, elle réfléchit et elle me dit oui. Et donc on crée la boîte, on crée Axom tous les 2. D'accord. Parce que je ne veux pas me lancer dans cette aventure seule, parce que je sais comment ça va se passer. Oui. Elle ne comprendra pas. Oui. Et vous ne vous verrez plus. Et on ne se verra plus. Donc là, vous bossez, mais ensemble. Absolument. Pourquoi Axom, le nom? Il y a un lien avec... Bien joué, Alexandre. Axe et homme. Axé sur l'homme. D'accord. Voilà. C'est le but d'Axom. Alors, cette entreprise, vous allez la diriger en duo pendant 6 années. Et je crois que le Covid passe par là. Le Covid passe par là. Le 16 mars 2020, on est tous les 2 avec mon épouse devant la télé comme des millions de Français. Et puis Emmanuel Macron prend la parole. Et puis, au bout de 5 minutes, il parle de confinement. Et là, je me retourne vers ma femme et je lui dis là, ça va être très compliqué. Là, ça va être extrêmement compliqué. Donc, on se bat. On se bat comme des beaux diables. On essaye notre chiffre d'affaires s'écroule littéralement. Le paradoxe, c'est qu'en décembre 2019, on fait notre première levée de fonds. Vous levez combien? On lève 500 000 euros. Qui aurait dû être suivi par beaucoup d'autres. Et que très rapidement, on investit nos 500 000 euros parce qu'on sait exactement ce qu'on veut faire. C'est-à-dire alors, dans de la communication, dans des salons, dans des outils informatiques. On déploie vraiment très rapidement. Toujours est-il qu'arrivé en mars, on a déjà amputé très sérieusement les capitaux qu'on a levés. Donc 2020 passe, notre chiffre d'affaires, on passe d'un prévisionnel d'1,1 million à 245 000 euros. 2021, c'est guère mieux. Ouais. C'est guère mieux.
Il n'y a pas eu des opportunités quand même pendant cette période, déploiement d'agents de sécurité pour protéger des sites, Non. justement, pour éviter les pillages, peut-être de solutions de sécurité, tout pas du Nous, tout. on ne fait pas du tout de sécurité humaine, on fait que du conseil. Que du conseil. Donc, Que là, du conseil. effectivement, Nous, c'est que du conseil. On ne vend pas on ne vend pas, on ne vend pas d'hommes, on ne vend pas de prestations, c'est que du conseil. Les premiers budgets à avoir été coupés par les comités de direction ont été les sociétés de conseil et la formation. Les premiers budgets. Donc on a eu la chance d'avoir des clients très fidèles et très anciens qui nous ont gardés pendant cette période, ce qui nous a permis de continuer à générer du chiffre d'affaires et puis aussi à répondre à des crises. Donc on a eu des crises à gérer, des crises chaudes à gérer, mais c'est tout. Et début 2022, la situation, on attendait la signature d'un très gros contrat avec un très grand groupe français en février, et puis ce contrat a été décalé en septembre 2022, et là j'ai dit stop. Là j'ai dit stop, on avait un découvert qui était encore très limité par rapport à notre autorisation de découvert, et j'ai dit stop. Vous n'avez pas creusé Non. la tombe un peu plus loin. Non. Comme vous n'êtes pas du genre à rester dans votre chaise longue, c'est pour ça que vous créez le monde de la sécurité pendant cette période un peu d'inaction du pays. Une espèce de, c'est quoi, une plateforme d'information, un média, comment on peut Absolument, un média qui s'appelait effectivement le monde de la sécurité, un média où l'idée était de parler de sécurité, d'interviewer des personnages et des grandes figures de la sécurité, et puis de garder un contact avec ce monde et puis de le faire vivre différemment dans cette période qui était extrêmement particulière pour tout le monde. Donc on a créé effectivement le monde de la sécurité. L'idée, c'était d'aller plus loin ensuite, parce que créer un média, il faut les reins solides quand même. Oui, l'idée, c'était effectivement d'aller plus vite, c'était de faire en sorte que ce média puisse un jour s'autofinancer, grandir, devenir un média avec des formats vidéo et autres. Et ce n'a pas été le cas, puisque le monde de la sécurité était rattaché à Axom. Et lorsqu'on a liquidé, et que j'ai pris la décision de liquider Axom, on a liquidé les deux. D'accord. Vous réussissez encore une fois à rebondir. Ça, c'est une qualité chez vous. On va vous appeler le kangourou. Si vous voulez, Alexandre. Vous avez toujours un truc dans la poche. Hop, novembre 2022, le groupe Géodis. Ouais. Et là, il y a quand même 2 ans qui se passent, là. Alors oui et non. La liquidation. Le monde de la sécurité, oui, quand même. Mais... Oui, et puis Axom, non, il y a Axom est liquidé. Axom et le monde de la sécurité sont liquidés en février 2022. Donc vous rebondissez finalement très assez rapidement, vite. très rapidement. Toujours par le réseau. Toujours par le réseau, mais ce sont des mois qui sont extrêmement longs. Extrêmement long pour quelqu'un de 55 ans, extrêmement long parce que j'envoie des CV et que je coche toutes les cases et que je n'ai pas de réponse. Extrêmement long parce que je suis beaucoup trop cher. Et donc ce sont effectivement de très longs mois. On apprend quand même pendant cette période-là. Alors j'ai la chance d'avoir 57 ans et d'avoir déjà énormément appris, mais effectivement, continue d'apprendre. Et c'est là où je vous parlais d'humilité tout à l'heure. C'est que même en ayant pensé qu'on sait beaucoup de choses, non, on apprend encore l'attente et la patience et de temps en temps très difficile. Alors, de quoi composez votre quotidien aujourd'hui en tant que vice-président en charge de la sûreté ? Alors, c'est la protection des personnes, des biens, la protection des personnes, des biens matériels et des biens immatériels, mais aussi des aspects gestion de crise, protection des voyageurs. La direction de la sûreté chez Géodis, c'est une nouvelle direction, puisqu'avant, il y avait une direction de la sécurité qui regroupait sûreté et sécurité, et la présidente de Géodis, qui se nomme Marie-Christine Lombard. Et je le souligne, puisque c'est la seule personne qui m'est embauché finalement 2 fois. Ouais. Voilà. 2 entreprises différentes. Dans 2 entreprises différentes. Ouais. Donc je ne peux que la remercier et j'en suis véritablement très honoré. Donc la décision a été prise de séparer la sûreté de la sécurité et d'avoir un directeur de la sécurité et un directeur de la sûreté. Donc
Depuis 2 ans, on bâtit, on structure, on procédure, on apprend à construire quelque chose de nouveau et quelque chose qui réponde aux menaces existantes. J'apprends à travailler avec mes collègues à l'étranger, sur les 5 continents. J'apprends à unifier, à ce qu'on ait les mêmes méthodes de travail, les mêmes réactions, les mêmes approches stratégiques et tactiques. Et donc, ça demande un petit peu de temps. Du fait qu'on soit dans l'univers de la supply, de la logistique, c'est différent, justement, de la gestion de la sûreté et de la sécurité? Non. C'était Marie-Christine Lombard qui lorsqu'on était chez TNT, m'a posé la question en disant « Mais finalement, qu'est-ce que vous y connaissez à la supply ?» Ouais. J'ai dit écoutez, rien, pas plus que je n'y connaissais rien lorsque je suis arrivé chez Elf, et pas plus que je n'y connaîtrais rien demain dans une autre entreprise. Ce que je connais très bien, c'est l'acteur malveillant. Et l'acteur malveillant, il est partout. Et c'est le même. Voilà. Aujourd'hui, votre exutoire, c'est quoi? C'est l'écriture? C'est l'écriture. Ça, vous êtes... C'est l'écriture. Moi, je fais énormément de méditation. Je médite tous les jours. Et l'écriture c'est une forme de méditation pour moi. Je me plonge dans l'écriture et c'est vraiment c'est méditatif. Alors que ce soit sur la sûreté ou... Vous méditez, mais vous éditez aussi. J'édite aussi. Votre premier ouvrage s'appelle justement « La sûreté du fret, pourquoi et comment ». Donc là, c'est un peu réservé aux spécialistes. Néanmoins, le deuxième est de façon un peu plus large, auteur de l'art de la sûreté. Et puis, vous vous êtes lancé il y a peu dans le roman qui s'appelle Epéus. Absolument. Et qu'on trouve aux éditions Bibliothèque de Tilver. Voilà, qu'on va voir qui va s'afficher sur l'écran. En 2 mots, pourquoi vous lancez dans le roman? C'est une autre façon de... Transposer un peu votre univers Oui, et puis c'est une autre façon de s'échapper. Sur le livre technique, c'est des recherches, c'est une démarche qui est hyper rigoureuse. Le roman, on laisse galoper. Moi, personnellement, je laisse galoper mon esprit. J'ai un plan, bien évidemment, je sais à peu près où je vais aller, mais je laisse galoper mon esprit. Et c'est ça qui est merveilleux. D'autres romans prévus? Non, mais un autre livre sur la sécurité que je suis en train de terminer. Qui s'appelle? Pour l'instant, Un scoop? Non. Ça reste entre nous, c'est pas filmé? Non, le titre n'est pas arrêté. J'ai plusieurs titres en tête et j'en discuterai avec l'éditeur le moment venu, mais pour l'instant, il est trop tôt. Avant de se quitter, 2 petites questions. Le problème du continuum de la sécurité, vous êtes un expert. Je rappelle, c'est l'association entre la sécurité privée, enfin les forces de sécurité privée, publiques et civiles. Ça a été une réussite lors des JO, on peut le dire. On avait beaucoup d'inquiétudes, entre autres, sur la cérémonie d'ouverture. Tous les grands professionnels qu'on rencontre ici sur News Sécurité étaient très inquiets. Ça s'est extrêmement bien passé. Est-ce qu'on va pouvoir repartir sur les mêmes bases? C'est une obligation. Je veux dire, on le sait, mais est-ce qu'on en est conscient maintenant là-haut, au niveau de l'État? Est-ce qu'on va appliquer ces règles? Voilà, mais c'est une obligation. Le continuum, on ne peut pas continuer à travailler chacun de son côté. D'un côté, la police, la gendarmerie, et puis de l'autre côté, les forces de sécurité privée. Tout le monde doit travailler ensemble, tout le monde doit échanger de l'information, tout le monde détient de l'information à haute valeur ajoutée. Donc tout le monde doit travailler ensemble. On a une situation sécuritaire en France qui est celle que nous connaissons aujourd'hui, donc pas très reluisante. Si on veut réussir et atteindre des objectifs ambitieux en matière de sécurité publique, c'est une obligation. Il n'y a pas d'autre choix. Alors on va se quitter avec cette nouveauté dans Parcours, en hommage à Bernard Pivot, un questionnaire donc de Pivot, mais parfois remanié. Votre mot préféré? Mon mot préféré, encore. Votre chanson préférée? La quête de Jacques Brel. Votre plat favori? Les lasagnes de mon épouse. Vous nous les ferez goûter? Avec grand plaisir, Alexandre. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? Alors, je ne veux surtout pas passer pour un saint parce que je ne le suis pas du tout. Mais j'en ai pas. Ça n'arrive pas à sortir de ma bouche. C'est vrai? Non, jamais. Jamais. Vous qui étiez un cancre à l'école, à faire des bêtises, pas de Non, jamais.
J'en ai pas un qui me vient à l'esprit comme ça, vous voyez, c'est pas répétitif. Ouais. Non, pas du tout. Vous variez les plaisirs. Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque? Je vais pas être très original, mais c'est une femme pour laquelle j'ai énormément de respect, Simone Veil. Votre chanteur, chanteuse ou groupe préféré? Alors là, grand écart. Ça va pas être un groupe, mais le grand écart, j'aime autant Bronski Beat et Wham que Nirvana et Chaka Punk. Effectivement, grand écart, mais ça reste toujours pop rock. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Le métier que je n'aurais pas aimé faire, chirurgien. Parce que? Trop de sang. Pour trop de sang. Le film dans lequel vous auriez rêvé jouer? Les Évadés, avec Tim Robbins. Et, C'est pas ça, Alcatraz. Oui, absolument. Pour terminer, si Dieu existe, qu'est-ce que vous aimeriez, après votre mort, l'entendre vous dire? Tu as fait du bon boulot. Merci Jean-Jacques Richard. Merci Alexandre. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau parcours. En attendant, prenez soin de vous. Ciao. Data Miner a été heureux de vous présenter Parcours.